peux pas moi dire que c'est dur alors que c'était beaucoup plus dur il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a une vraie envie de faire du genre en France. Regardez les gars, je vais éteindre la tour Eiffel. Not quite my tempo. Your name's Bond, James Bond. C'est un peu le genre qui m'a choisi, si tu veux. Moi, le premier film que j'ai vu, c'était The Thing de Carpenter, j'avais 6 ans. Après, j'ai enchaîné avec Alien, Predator, Terminator, tout Cameron, tout Spielberg. Donc, en fait, si tu veux, très, très vite, ça m'a parlé. Euh, Comme tout le monde. Donc, mais c'est assez tard, en fait, que si tu veux, moi, je faisais des courts-métrages, des petits trucs euh, quand j'étais gamin. Après, à 18 ans, je suis allé à Paris. Je suis né à Cannes, en fait, donc j'étais dans le sud de la France. Je suis allé à Paris faire l'ESRA, Paris, donc ça m'a permis aussi de faire encore des cours et d'étudier tout. Et, euh, et en fait, je cherchais un peu mon style, tu vois, je faisais des trucs un peu du sous Tarantino, je vois que t'as une très belle Ouais. affiche. Euh, et donc, en fait, bon, je cherchais un peu mon style et c'est assez tard. Je sortais de l'Avatar Day en août 2009, donc les premières images d'Avatar, et je me suis dit, putain, c'est vrai que c'est Cameron encore, la grosse claque, machin. Et puis je me suis dit, putain, je vais faire mon top un peu de mes films vraiment favoris. Et très vite, j'ai vu qu'il n'y avait que de la SF, enfin beaucoup, beaucoup de SF, beaucoup d'horreur, beaucoup de films de genre. Et je me suis dit, ah, bah, je vais essayer de faire un court-métrage de genre. Et en fait, c'était mon premier vrai cours, Sons of Chaos, et on a terminé à CGS en compète, et ça a un peu tout déclenché. Donc très très vite, j'ai trouvé enfin que c'était là où je voulais m'épanouir, quoi. Et ouais, pour répondre à ta question, c'est franchement, moi, je peux pas dire que ce soit, enfin, je peux pas moi dire que c'est dur alors que c'était beaucoup plus dur il y a encore quelques années et qu'aujourd'hui tu sens qu'il y a une vraie envie de faire du genre en France, que ce soit auprès des distribs, des producteurs, des financiers. Euh, donc, tu vois, nous, un film comme Méandre, je pense qu'il y a 3 4 ans, ça aurait été beaucoup plus dur à monter. Même à l'époque d'Hostile. Tu vois, Hostile, c'est un film qui a été fait entièrement hors système avec 1 million d'euros qui ne devait même pas sortir en France, qui est sorti dans quelques salles, mais à la base, c'était un film pour l'Inter et ça a bien marché à l'Inter. Et quand on arrive avec Méandre, on a chopé direct un district France. On a Boris Duchesne chez OCS qui nous a dit oui pour monter sur le film. Et en fait, le film s'est fait dans un développement classique de film français, même si c'est un film qui, comme tous les films de genre de ce style, tu tapes entre 2 et 3 millions. Nous, on a eu un peu moins de 3, tu vois. Tu ne peux pas aller beaucoup plus haut, puisque comme c'est les chaînes qui financent et que les chaînes, il faut qu'elles puissent passer le film sur leur chaîne, et tu sais très bien que TF1, M6, France 2, enfin, ils ne passeront pas les films de genre. Donc, tu te retrouves avec moins de guichets, donc moins de budget, c'est logique. Et ajouter à ça au fait que pour l'instant, il n'y a pas encore eu assez de succès en salle pour que tout le monde risque plus d'argent que ce qu'il risque jusqu'à présent. Mais tu vois, avec 3 millions d'euros, si tu peux faire plein de choses. Donc, je ne vais pas dire que c'était. Je ne peux pas râler, en fait, même si j'aime bien râler. Ça s'est fait assez naturellement parce que c'est lié à l'histoire. En fait, si tu veux, très vite, Hostile, déjà, ça parlait d'un couple et je voulais vraiment mettre en parallèle 2 histoires différentes. Et je trouvais que c'était plus intéressant de le faire du point de vue du personnage féminin. Ça me permettait de symboliser la créature et son mec d'une façon, tu vois, sont tous les deux intrusifs. Il y avait quelque chose là-dessus, donc ça m'intéressait vraiment de bosser là-dessus. Et Méandre, je voulais parler de maternité, de deuil de l'enfant, de plein de choses qui résonnaient beaucoup plus avec un personnage féminin. Mais l'idée, c'était vraiment d'être avec elle et pas d'être voyeur. Tu le vois d'ailleurs, même le costume, la façon dont elle est filmée, la façon dont Gaïa interprète le rôle. Il y a quelque chose de vraiment. C'est pas le regard masculin sur une nana, tu vois. C'est vraiment un personnage qui doit évoluer et je me pose pas la question de, euh, de ce regard-là, tu vois. Il faut vraiment dépasser ces trucs-là pour faire des rôles féminins. Et c'est encore, j'irais même au-delà, tu vois. Je te dirais que ce qui est encore plus important que des rôles féminins forts, c'est que des scénaristes, enfin des autrices, des réalisatrices, des productrices puissent travailler enfin, sans encombre comme nous on peut le faire, tu vois, et c'est en train de changer, on n'y est pas encore, mais c'est en train de changer dans le bon sens, et même dans le film de genre français, que ce soit Julia Ducournau, Coralie Farja, Zoé Wittock, tu vois, avec Jumbo, enfin, c'était des femmes qui s'expriment, encore une fois, sans qu'on se pose la question de femme ou pas, qu'elles elles ont autant, voire plus à raconter que nous.
Donc, c'est important. Alors, c'est un film qu'on a tourné, bien sûr, entièrement en studio. Et en fait, très, très vite, on s'est rendu compte que le décor allait prendre une place folle, bizarrement. Puisqu'en fait, si tu veux, il y a énormément, tu l'as vu, hein, énormément de pièges, énormément de choses. À chaque fois, c'est un module différent. Il faut savoir que il y a tout l'extérieur. C'est-à-dire que tu es dans un tube, mais tout ce qui est autour, la façon de l'éclairer, la machinerie, tout est, par exemple, ça peut paraître bête comme ça, mais tout est surélevé. En fait, tu ne vas pas tourner à ras du sol en te mettant un coup de pied, donc tout est en hauteur. Voilà, déjà rien que ça, c'est une grosse machinerie. Et ensuite, on avait un décor, on avait un tube de 12 mètres pour tous les moments où vraiment elle crapahute sur des longueurs, etc. Mais sinon, on avait énormément de petits décors, mais il y en avait énormément. Et donc, en fait, on en avait tellement que même avec presque 1000 mètres carrés de studio, on n'avait pas assez de place. Donc, le soir, il fallait qu'on décide de se contourner le lendemain pour qu'on décide, on dise, tiens, demain, on va avoir besoin de tel décor, tel décor, tel décor, et la déco, la nuit, réinstaller certains décors, parce qu'on n'a pas la place entièrement. Et après, chaque décor, tu vois, on pouvait, par exemple, dans le tube, on pouvait relever un côté ou l'autre selon les plans qu'on voulait faire. Et puis après, on a créé de la machinerie pour faire des plans très compliqués avec la caméra, aller chercher un petit peu des trucs, voilà, que la mise en scène reste au service de l'histoire. C'était vraiment important. C'était vraiment, enfin, je veux dire, dès l'écriture, c'était ce que je voulais raconter, entre autres. C'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, très très vite, quand tu trouves une idée, tu dis, tiens, je vais faire un espèce de huis clos à la Cube, mais dans un truc allongé, où contrairement à Cube, on doit tout le temps avancer, et que si on s'arrête, c'est mort, et qu'elle est dans une position, elle ne peut pas se retourner, elle ne peut pas se relever. Tout de suite, il y a un côté anxiogène, mais ça peut être un court-métrage. Tu vois, tenir 1h30 sur un film comme ça, si c'est pour se prendre 1h30 de piège et de souffrance, bon. Et en fait, très vite, je me suis dit, il faut qu'il y ait une dimension psychologique. Et très vite, c'est le deuil qui a pris le pas dessus, parce que je me suis dit, le deuil permettait de relier les épreuves et les différentes étapes du deuil, de les relier à des épreuves physiques. Donc, en fait, tu vois, ça permettait d'avoir des épreuves physiques et des épreuves psychologiques, et qu'il y ait une logique à tout ça. Et après, comme tu l'as dit, tu vois, le tube et le tunnel, la lumière au bout du tunnel, etc., qui rapporte tout de suite à la mort et à la vie après la mort, tout de suite, tu vois, tout ça s'est mis en place. Et en fait, très, très vite, ça devenait logique pendant l'écriture de garder ça du début à la fin et d'avoir vraiment quelque chose à raconter sur ce sujet, plutôt que de se taper 1h30 de piège qui, c'est fun, hein, mais bon. Alors, Cube, moi j'adore Cube, hein, mais je ne l'avais pas revu depuis, je l'ai revu il n'y a pas longtemps en fait, et je ne l'avais pas revu depuis que j'étais ado. Bien sûr qu'il y a des inspirations indirectes, mais je ne l'ai pas revu exprès pour me dire qu'est-ce que je peux aller lui piquer à Vincenzo, que j'adore en plus comme cinéaste. Donc, mais je voulais faire un film qui raconte autre chose, qui soit plus dans la mythologie, dans le mysticisme, et que ça parle de foi et de vie après la mort, de résurrection, sans que ce soit le sujet, parce que ça ce sera un gros spoil, mais en tout cas qu'on aille dans cet axe-là. Après, il y a des inspirations sur Méandre, il y en a plein, ça s'inspire beaucoup du jeu vidéo aussi, tu vois, il y a un côté épreuve. Je suis un gros fan, je suis un gros gamer. J'ai mon casque de gamer, tu vois, sur les oreilles. En fait, je te fais une interview entre deux Warzone. Tu sais. Mais non, mais en fait, inconsciemment, oui, il y a tout un truc sur la progression, comme dans un jeu vidéo, la progression vers le die and retry, non pas que ce soit un non plus, mais en tout cas, cette progression-là, en fait, je trouvais ça intéressant, puis j'ai des influences qui viennent toutes seules après, tu sais, quand tu écris et quand tu réalises, etc., et que tu vas au bout, tes références, elles sortent de partout. Et j'aime bien mélanger, en fait, un peu tout. Tu vois, le prochain film, c'est inspiré pas mal de Lovecraft. Tu vois, c'est des mélanges, en fait. Donc, les influences, elles sont souvent... C'est rare. Après, il y en a peut-être, mais c'est rare que, en tout cas, moi, de me poser et dire, tiens, qu'est-ce que je vais prendre comme référence pour ce film-là. Tu l'as au tout début, quand tu développes les films et quand tu les présentes, souvent, tu mets des posters de... Tu sais, donc, c'est... Forcément, il y avait un poster de Cube, de Buried. Il y avait, mais tu avais aussi des trucs de Hideo Kojima, tu vois, des trucs... plein de mélanges comme ça. Tu me demandes de choisir entre mes deux gosses, quoi. Un peu. Mais en fait,
pour répondre indirectement à ta question, je trouve qu'il y a un peu la même démarche. C'est-à-dire que dans Hostile, elle se déplace dans ses souvenirs. Sans que ce soit exactement ça. Mais si tu veux, l'idée, c'était qu'il y ait un déplacement et qu'il y ait une progression de la narration en lien avec son passé. Là, l'idée, c'est de plus d'avoir un rapport de progression physique et de progression mentale. Voilà, c'est toujours un rapport, tu vois, c'est toujours assez bicéphale quand j'écris quelque chose. Et dans le prochain, c'est aussi le cas, d'ailleurs, d'une autre façon, tu vois. Donc, préféré, je ne sais pas, je dirais que Méandre, comme c'est un deuxième film, tu sais, quand tu fais un premier film, on dit souvent, tu mets tout, parce que tu ne sais pas si ça va pas être le premier et le dernier en même temps. Donc dedans, il y a tout. C'est souvent les qualités et les défauts des premiers films. Dans le style, il y a beaucoup de choses. Ça se mélange bizarrement des fois. Enfin, voilà. Et je dirais que Méandre est plus tourné vers le public, plus tourné vers le côté que ce soit un peu un ride et que ce soit une expérience pour le spectateur. Là où Hostile, comme c'était pour moi et que c'était un scénario que je prévoyais depuis longtemps et que c'était mon premier et peut-être mon dernier film, je voulais mettre plein de choses personnelles qui moi, m'intéressaient vraiment. Non pas que ne m'intéresse pas, mais c'est un film plus tourné vers le public. Et pour faire vivre une expérience sensorielle, physique et mentale, ou juste prendre son pied à regarder le film et à vouloir savoir la fin. Tu vois. Voilà. Donc je dirais juste que sans choisir, c'est deux films très très différents malgré leurs points communs. Ben, j'espère bien. Mais oui, alors, oui, forcément, c'est une question légitime. On est dans un cas de figure où peut-être que dans 15 jours, on va avoir un planning et qu'en fait, on va se rendre compte que finalement, on n'ouvre pas tout de suite. Enfin, tu vois, c'est très, très compliqué. Et surtout, à la limite, moi, de mon côté, j'ai fait mon taf. Tu vois, maintenant, heureusement, je suis vraiment aidé par un super distrib qui est Alba Film, qui vraiment, tu vois, par exemple, a voulu sortir la bande-annonce un peu plus tôt que prévu. Elle devait sortir que fin avril. Finalement, la sortie début mars, parce que l'idée, c'était de faire vivre le film un peu plus tôt. Il y a eu le bif, effectivement, qui venait s'ajouter à tout ça et qui nous permettait d'étaler un peu. Donc, tu vois, trouver son public, c'est très compliqué déjà, de base, dans un temps normal, de pouvoir parier sur ça, de base. Alors, si tu parles des films de genre pendant le Covid, j'ai envie de te dire, on n'en sait rien. Tu as des exemples et des contre-exemples. Tu vois, Alba a sorti un film qui s'appelle The Demon Inside, là où les films de genre ont 50, 100 copies, il en a eu 300, ils ont fait 180 000 entrées. Enfin, tu vois, c'est plus que grave avec un film qui est un petit film irlandais, je crois, ou je ne sais plus, enfin, sans casting enfin, sans un gros cast et qui n'était pas vraiment soutenu. Et, enfin, tu vois, en fait, on ne sait pas trop ce qui va se passer. La différence, effectivement, tu as raison, avec Juillet, c'est que là, il y a beaucoup de gros films américains. Nous, on a Sans un bruit 2 qui nous est tombé sur la gueule alors qu'il sortait en septembre, qu'il est revenu à mai, et hop, il sort, il se dit tiens, on va tomber pile le 16 juin, nickel. Donc peut-être qu'on sortira, peut-être même, je ne sais même pas quand on va sortir pour l'instant, on est au 16 juin, on y croit, on espère, et on verra ce qui se passe. Parce que je te dis, il y a encore quelques semaines, il y avait Fast and Furious qui sortait une semaine après, il y a des films qui ont bougé, c'est un bordel pas possible. Donc trouver son public, je pense, j'espère, après trouver plus que son public, c'est ce qui nous permettrait de faire un beau score. Après, heureusement, on a un public très fidèle en France sur le film de genre particulier, et vraiment les fans de films de genre aiment voir des films de genre et aiment les voir en salle, contrairement à ce qu'on peut dire, mais ils représentent une petite partie. Nous, ce qu'on voudrait, c'est se tourner c'est ce que j'ai voulu faire avec Nantes, me tourner vers un public précis qui aime le film de genre tout court, et qui va voir aussi bien les films d'Ari Aster que les films de James Wan, tu vois, cette espèce de public qu'on n'arrive pas à capter en France, en tout cas pas assez en globalité, qui est le public plus jeune, en fait, les 16-25, qui vont voir tous les films ricains, mais c'est pas vrai, c'est pas que les films ricains, les films espagnols, les films, ils s'en foutent. Ils veulent voir des bons films et des films qui sont tournés vers eux. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Méandre, un film tourné vers le public, que tu peux voir à plusieurs, que tu peux revoir, parce qu'il y a des petites choses cachées. Voilà, donc, on verra, croise les doigts, je te dirai ça dans quelques mois, si tout va bien. Alors, franchement, je vais vraiment être honnête, pour moi, c'est hyper gratifiant. C'est à la fois gratifiant et frustrant, puisqu'on sait que la qualité numéro 1 du BIF, malgré toutes ses qualités, il y en a plein. La numéro 1, c'est le public, et c'est les projections. Et moi, quand on a commencé à parler du BIF, j'étais là en me disant, putain, alors le BIF, putain, en plus, je trouve que Méandre est un film vraiment qui nécessite des réactions
tu vois, en salle, et ça aurait été génial d'avoir les réactions légendaires du BIF. Donc effectivement, le fait que ce soit en ligne, c'est un peu moins, c'est un peu plus frustrant forcément. Et néanmoins, je trouve ça génial que des festivals aussi importants que le BIF fassent une édition en ligne, puisque ça nous permet à nous, réalisateurs qui avons fait nos films, de les montrer à un public, et en plus un public particulier qui aime ce genre de cinéma, tu vois, directement. Et ça nous aide énormément, puisqu'une sélection au BIF, ça équivaut. C'est un peu comme quand on dit, tu vois, que tu es sélectionné aux Oscars, tu as gagné. Tu vois, tu es sélectionné au BIF, il y a un côté. C'est vraiment. Tu sais qu'ils prennent. En plus, ils prennent peu de films, l'air de rien. Tu vois, c'est pas rien. Donc moi, je suis juste. Enfin, je suis sauté au plafond quand on m'a dit mais c'est sincère. Hein. Donc je suis vraiment très, très fier de faire partie de la sélection. Et j'espère revenir avec un autre film pour voir le public, pour avoir, les retours de public. Par contre, je tiens à noter, pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, que j'ai fait ma chanson pendant l'intro du film. Voilà, je sais que c'était la tradition, donc j'ai chanté mal, mais j'ai chanté. This is a tasty burger. Regardez les gars, je vais éteindre la tour Eiffel. Not quite my tempo. Your name's Bond, James Bond.